Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un geste. Un geste qu'on fait tous les jours, des dizaines de fois, sans même y penser. Je parle bien sûr de la capture d'écran. Ah oui, un geste presque devenu un réflexe. Exactement, et ce qui m'intéresse, c'est de voir comment cette action si simple, si banale en apparence, est devenue un outil de productivité super complexe et vraiment puissant. C'est vrai. Pour creuser tout ça, on a pas mal de sources. Des articles de fond, de sites spécialisés, le Crab Info, malécal.com, on a aussi les guides officiels d'Apple et de Microsoft. Et même la transcription d'une vidéo YouTube de la chaîne Subconnect qui a mis la main sur les toutes dernières nouveautés. Voilà. Notre mission, si on l'accepte, c'est de tracer l'évolution de ce simple geste, du clic basique aux outils les plus pointus. C'est une super approche parce que ce n'est pas juste une histoire de technologie, c'est l'histoire d'un besoin qui a complètement changé. Ah oui? Ben oui, au départ, la capture d'écran, c'était quoi? C'était un moyen de prouver ce qu'on voyait à l'écran. Le fameux message d'erreur qu'on envoyait au support technique. C'est tellement vrai. Alors qu'aujourd'hui, nos sources le montrent bien, hein, c'est un outil de collaboration, de sauvegarde d'infos, de formation. C'est devenu une brique essentielle de notre communication, en fait. Allez, on commence par le commencement, par l'ancêtre. On va démarrer sous Windows parce que je trouve que c'est là que l'histoire est la plus parlante. D'accord. Je parle bien sûr de l'unique touche imprime écran. Ah, la voilà. On a tous ce souvenir un peu traumatisant, non? D'appuyer dessus, de ne rien voir se passer, d'ouvrir Paint, de coller l'image. L'outil de recadrage pendant 10 minutes, C'est ça. et puis de l'enregistrer en BMP par erreur, ce qui donnait un fichier de 10 mégaoctets pour une toute petite image, c'est exactement ça. La méthode historique que le Crab Info qualifie de rudimentaire et à juste titre. Oui, clairement. Elle avait ce défaut majeur, elle ne faisait que copier. L'image était dans le presse-papier, une sorte de dimension parallèle, et il fallait un autre logiciel pour la matérialiser. C'était lourd, c'était lent. Et puis, à un moment, Microsoft a dû se dire, bon, il y a peut-être un truc à faire. Et c'est là qu'arrive la première petite révolution, l'outil capture d'écran. Le fameux Snipping Tool. Exactement. Il existe depuis Windows Vista, mais je pense que beaucoup de gens l'ont découvert bien plus tard. Enfin, on pouvait dessiner un rectangle directement sur l'écran. C'est ça. C'est le moment où on est passé de la photo brute à la sélection intentionnelle. L'outil proposait déjà plusieurs modes. La forme libre, un peu gadget, Un peu, oui. mais surtout la capture rectangulaire, la capture de fenêtre et le plein écran. Et surtout, il intégrait des outils d'édition basiques, le surligneur jaune, le stylet rouge. Les classiques. C'était la naissance de la capture d'écran annotée pour le grand public. On pouvait enfin entourer le problème au lieu de devoir l'expliquer dans un email de 3 km de long. Et ce besoin d'annoter, de communiquer visuellement, on le retrouve aussi chez Apple, mais avec une approche, une philosophie un peu différente, non? Tout à fait, c'est ça qui est fascinant. Chez Apple, la logique, ça a toujours été celle du workflow, du flux de travail sans interruption. D'accord? Les raccourcis de base sont connus. Maj plus commande plus 3 pour tout l'écran. Maj plus commande plus 4 pour dessiner une zone. Mais le coup de génie, c'est ce qui se passe juste après. La petite miniature qui apparaît dans le coin. Exactement. Cette petite miniature qui pop dans le coin de l'écran. C'est élégant, c'est sûr. Mais est-ce que cette miniature qui apparaît comme ça, ce n'est pas aussi parfois une distraction? Sur Windows, la notification qui arrive après Win plus Maj plus S est peut-être plus discrète, non? C'est un excellent point. C'est une question de philosophie. Apple parie sur l'action immédiate, tu cliques sur la miniature et tu es tout de suite dans l'éditeur pour annoter, recadrer, signer. L'idée, c'est de ne pas rompre la concentration. C'est ça. Si tu l'ignores, elle s'enregistre sur le bureau et elle te laisse tranquille. Windows, avec l'application plus récente Capture et Croquis, a un peu copié ce système avec sa notification cliquable, mais la miniature d'Apple reste plus proactive. Elle t'invite à agir tout de suite. Et justement, parlons-en de cette application plus récente sur Windows, capture d'écran et croquis. Pour moi, c'est la deuxième grande étape de l'évolution. On monte d'un cran. Oui, on passe de l'outil simple à une véritable application. Et là, le raccourci à connaître par cœur, c'est Win plus Maj plus S. Il change la vie. Complètement. Il standardise et simplifie l'accès. Plus besoin de chercher l'outil dans le menu démarrer, une pression, une barre d'outils apparaît en haut, l'écran s'assombrit et on sélectionne sa zone. C'est fluide. Très fluide. Et l'éditeur qui s'ouvre ensuite est bien plus complet que l'ancien Snipping Tool. On a plus de choix de couleurs, d'épaisseur de traits et surtout des options de partage direct. On sent que c'est pensé pour la collaboration. Oui, pour la collaboration moderne. Pour envoyer une capture sur Skype ou par mail en 2 clics.
Mais là où ça devient vraiment dingue, c'est ce que montre la vidéo de Seb Connect sur les dernières mises à jour de l'outil dans Windows 11. Là, on ne parle plus du tout de faire une simple photo de l'écran. Ah oui, là on ne joue plus dans la même cour du tout. C'est la troisième révolution, la capture intelligente. C'est-à-dire, La fonction action de texte. Elle utilise la reconnaissance de caractères, l'OCR, pour analyser l'image. L'exemple de la vidéo est parfait. Tu fais une capture d'écran d'une conversation ChatGPT où il y a un prompt hyper long et complexe que tu veux réutiliser. et avant, il fallait tout retaper à la main. Exactement. Maintenant, tu cliques sur un bouton et l'outil te permet de sélectionner et de copier le texte directement depuis l'image. C'est énorme. Ça veut dire que je peux prendre en photo un slide de présentation avec des chiffres et les copier-coller directement dans un tableur Excel? C'est exactement ça. Ou récupérer une citation depuis une image sur Instagram sans me fatiguer? C'est le principe. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi une fonction de protection des données, la suppression rapide, qui détecte et propose de masquer automatiquement les adresses e-mail et les numéros de téléphone. Ça, c'est un gain de temps et de sécurité qui est énorme avant de partager une capture. Et la nouveauté la plus spectaculaire, c'est l'intégration d'un enregistreur vidéo. Attends, l'outil de capture d'écran de base de Windows peut maintenant enregistrer les vidéos. Oui. Donc plus besoin de logiciels tiers pour faire une petite démo rapide. Pour des besoins simples, non. Tu lances l'outil, tu passes en mode vidéo, tu sélectionnes ta zone, tu peux même activer le micro et hop, tu enregistres. Ça te sort un fichier MP4 propre. D'accord. Bien sûr, ça n'a pas la puissance d'un logiciel dédié, mais pour montrer rapidement une manipulation à un collègue, c'est parfait. Ça montre bien que la frontière entre capture d'image fixe et capture vidéo est en train de s'effacer. Et ce besoin, cette envie d'enregistrer son écran, on la retrouve aussi sur Mac, j'imagine. Comment ça se passe de leur côté? Ils ont une approche très centralisée. Le raccourci Maj plus commande plus 5 fait apparaître une barre de contrôle. Tout en un? Voilà. De là, on peut choisir de faire une capture d'image ou de lancer un enregistrement vidéo de tout l'écran ou juste d'une sélection. Et le menu options est très pratique. Il permet de choisir où enregistrer le fichier, de mettre un retardateur ou d'afficher les clics de la souris. Ah, ça c'est très utile pour les tutoriels. Exactement. C'est propre, intégré, très Apple, quoi. D'accord, donc pour, disons, 90% des usages quotidiens, les outils intégrés, que ce soit sur Windows ou sur Mac, sont devenus incroyablement puissants. Oui, largement suffisant. Mais qu'est-ce qui se passe quand on atteint leurs limites? L'article de TechSmith, par exemple, parle de cas plus professionnels. C'est là qu'on entre dans le monde des logiciels spécialisés. La limite principale des outils natifs, c'est qu'ils font une chose à la fois. Par exemple, ils peuvent enregistrer l'écran, mais pas la webcam en même temps. D'accord, je vois. Si tu veux créer un cours en ligne ou un tutoriel YouTube où ta tête apparaît dans un coin, eh ben tu es bloqué. Et c'est là que des solutions comme Camtasia, que TechSmith met en avant, deviennent indispensables. Exactement. Camtasia, c'est le niveau au-dessus. C'est un outil qui est conçu pour la création de contenu vidéo. Il va enregistrer en même temps l'écran, la webcam, le son du système et le micro, le tout sur des pistes séparées. Et c'est ça la vraie force, c'est l'éditeur derrière. Tout à fait. Une fois l'enregistrement terminé, tu peux monter ta vidéo, couper les hésitations, ajouter des zooms sur des zones importantes, flouter des infos sensibles, intégrer une intro. C'est un studio de production complet. Le comparatif de TechSmith est très clair là-dessus. Oui, il le dit bien. Pour une capture rapide, l'outil natif est roi. Pour créer un produit fini, il faut un outil dédié. Et dans la même veine d'outils pour les power users, il y a aussi Greenshot, mentionné par le Crabe Info. Ah, Greenshot. Il ne fait pas de vidéo, lui, mais il pousse la personnalisation de la capture d'image à l'extrême. C'est une autre philosophie. L'utilisateur de Greenshot, c'est pas forcément un créateur de contenu, mais c'est quelqu'un qui fait énormément de captures pour de la doc, du support, des rapports. C'est un monstre d'efficacité. C'est ça. Il te permet de configurer des raccourcis pour tout, de décider si le curseur de la souris doit être visible, de définir un format de nom de fichier automatique avec la date, l'heure. Ah oui, quand même. Et surtout, après chaque capture, il te présente un menu. Que veux-tu faire? Enregistrer ici? Ouvrir dans notre éditeur? Copier? Envoyer vers une imprimante? C'est le couteau suisse de celui qui doit optimiser chaque seconde de son flux de travail. C'est fascinant de voir tous ces outils. Mais il y a un cas pratique que les outils de base, même les plus modernes, gèrent souvent très mal. Laisse-moi deviner. C'est capturer une page web entière. Une de ces pages qui n'en finissent plus de défiler. Ah, le cauchemar de la capture avec défilement, c'est vrai que c'est un besoin très spécifique. Et là, ce sont les navigateurs eux-mêmes qui ont dû trouver des solutions. Avec plus ou moins de succès. Oui, comme le souligne l'article de malekal.com, il y a de grosses différences. Firefox, c'est le bon élève. Il a une fonction native super simple. Clique droit, effectue une capture d'écran et il te propose de capturer la partie visible ou la page complète. Simple, efficace.
Et les autres? Je me souviens avoir bien galéré sur Chrome. Et pour cause. Sur Chrome, la méthode native, c'est un secret bien gardé, caché dans les outils de développement. Il faut faire une combinaison de touches, ouvrir une console, taper une commande. C'est pas du tout fait pour l'utilisateur lambda. Non, absolument pas. Microsoft Edge est un peu entre les deux, avec une fonction de capture de page web complète accessible via un raccourci, CTRL plus Maj plus S. Mais cette complexité sur Chrome explique pourquoi tout un écosystème d'extensions s'est développé. Oui, les sources en citent plusieurs. Fireshot, GoFullPage, Nimbus Capture. Ces extensions, elles existent pour une seule raison: combler le manque de Chrome. Elles ajoutent un petit bouton à ton navigateur, tu cliques, tu choisis capturer la page entière, et l'extension se charge de tout faire défiler et d'assembler l'image ou le PDF. C'est la preuve qu'un besoin non satisfait créera toujours un marché. Toujours. On a beaucoup parlé des ordinateurs, mais on fait aussi énormément de captures sur nos téléphones. Rapidement, sur iPhone, comment ça se passe? Alors, le geste est devenu un réflexe, bouton latéral et bouton de volume haut pour les modèles récents. Et bouton principal et latéral pour les plus anciens. Voilà, mais ce qui est intéressant, c'est moins le geste que le workflow qui en découle, qui est encore une fois optimisé pour la communication instantanée. Tu captures, la miniature apparaît, tu tapes dessus, tu peux dessiner un flash avec le doigt et la partager sur WhatsApp en 3 secondes. Tout est pensé pour la vitesse et la simplicité d'échange. C'est ça. Et ça nous amène à des appareils un peu hybrides, comme la Microsoft Surface, qui sont à la fois tablette et ordinateur. Cette dualité. Quand tu utilises la Surface comme une tablette, sans clavier, tu fais une capture comme sur un smartphone. Avec les boutons de volume et d'alimentation. Exactement. Mais dès que tu clipses le clavier, tu retrouves l'univers de Windows, avec la touche Impré-écran et le fameux raccourci Win plus Maj plus S. L'appareil adapte complètement sa logique de capture au mode d'utilisation. C'est l'illustration parfaite de la convergence de ces deux mondes. Tout à fait. Quel voyage! On est vraiment parti d'une simple touche copiée sur le clavier pour arriver à des outils intégrés qui lisent le texte dans les images, qui enregistrent de la vidéo et qui s'adaptent à notre façon d'utiliser l'appareil. Absolument. Et la grande conclusion qui se dégage de toutes nos sources, c'est qu'il n'y a pas un meilleur outil. Il y a un bon outil pour chaque intention. Il faut adapter l'outil à la tâche. C'est ça. Le Win plus Maj plus S est parfait pour un rapport de bug rapide à un collègue. L'extension Firefox est imbattable pour archiver un long article. Et Camtasia, c'est la seule option viable pour un tutoriel vidéo professionnel. L'important, c'est de connaître l'éventail des possibles. Pour ne pas se retrouver, comme avant, à essayer de tout faire avec le marteau de la touche imprime-écran. On a vraiment une palette d'outils incroyables à notre disposition aujourd'hui. L'évolution de cette fonction montre à quel point elle est devenue centrale dans notre façon de travailler et de communiquer. Tout à fait. Et ça me fait penser à une dernière chose, une question qui va au-delà du comment technique que nos sources explorent si bien. C'est la question du quand et du quoi. Ah, Maintenant qu'il est si facile de tout capturer, de tout immortaliser, où est-ce qu'on place la limite? On pense par exemple à une capture d'écran d'une conversation privée partagée sans consentement, ou, hum. ou d'une œuvre protégée. C'est plus une question d'éthique, là. Exactement. Ce n'est pas une question technique, juste une petite pensée à garder en tête la prochaine fois qu'on s'apprête à figer l'écran.